Mes parents sont arrivés sans prévenir pour se moquer de mon petit appartement. Ils ont frappé à l'unité 4B. Je vis dans le Penthouse, et je suis propriétaire de tout l'immeuble. Je les ai observés sur les caméras de sécurité, puis j'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Faites sortir les intrus du 4B. La notification a illuminé mon téléphone pendant une conférence téléphonique, système de sécurité de l'immeuble, mouvement détecté à l'unité 4B. 2 individus tentent d'entrer. J'ai affiché le flux de la caméra sur ma tablette, sachant déjà ce que j'allais voir. Ma mère, Lydia, se tenait devant le 4B dans son impeccable tailleur Chanel habituel, une main parfaitement manucurée prête à frapper à nouveau. Mon père, Gérald, vérifiait sa Rolex avec une impatience à peine dissimulée. Ils avaient pris l'avion depuis le Connecticut sans un mot d'avertissement. L'ironie était mordante. Ils se trouvaient au 4B parce que c'est l'adresse que je leur avais donnée il y a 3 ans, lorsque j'ai déménagé en ville pour la première fois, un petit studio que j'avais loué pendant mon premier mois ici, en cherchant un appartement. J'y suis resté exactement 28 jours avant de signer pour cet immeuble, mais je n'ai jamais pris la peine de corriger l'adresse que je leur avais fournie, car après leur dernière visite, je me fichais pas mal qu'ils puissent me trouver. Ma mère a frappé plus fort. Grâce à l'audio, je l'ai entendu dire à mon père, personne ne répond. Elle est probablement à un travail médiocre, à faire semblant de réussir. Cette fille a toujours eu la folie des grandeurs, a répondu mon père, en ajustant sa cravate. Vivre dans ce quartier avec le salaire qu'elle gagne probablement. Le loyer seul doit lui coûter jusqu'au dernier sou. J'ai mis ma conférence en sourdine, un sourire se dessinant sur mon visage. Il n'avait aucune idée que j'étais 12 étages juste au-dessus d'eux, assise dans un Penthouse avec des baies vitrées donnant sur les toits de la ville. Il ne savait pas que j'avais acheté tout cet immeuble il y a 18 mois, le transformant en condominium de luxe tout en gardant le Penthouse pour moi. La locataire du 4B, une gentille étudiante diplômée nommée Ashley, a ouvert sa porte avec précaution. La chaîne de sécurité est restée enclenchée. Je peux vous aider, la voix d'Ashley est parvenue, petite mais claire, à travers l'audio. Nous cherchons notre fille, a dit ma mère avec le ton impérieux qu'elle avait perfectionné au fil de décennies de déjeuner dans des country clubs. Elle nous a donné cette adresse. Nous sommes venus visiter son petit appartement. Je suis désolé, mais je vis ici depuis plus d'1 an, a répondu Ashley. Vous devez vous être trompé d'unité. C'est impossible. La voix de ma mère s'est faite plus tranchante. Notre fille ne mentirait pas sur l'endroit où elle vit. Peut-être qu'elle vous sous-loue une chambre. Elle s'appelle Melinda Hartwell. Mon estomac s'est noué en entendant mon ancien nom. Je l'avais légalement changé en Melinda Sterling il y a 2 ans, dans le cadre d'une rupture complète avec les attentes de ma famille et leur jugement étouffant. Il n'y a personne d'autre qui vit ici, a dit Ashley fermement. Juste moi. Vous vous êtes définitivement trompé d'endroit. Écoutez-moi bien, jeune fille. Mon père s'est avancé, sa présence destinée à intimider. Nous n'avons pas traversé le pays en avion pour nous faire refouler par une étudiante. Laissez-nous entrer pour jeter un œil. Monsieur, je vais fermer cette porte maintenant. La voix d'Ashley a légèrement vacillé. Si vous ne partez pas, j'appellerai la police. La police? Comment osez-vous nous menacer? Le visage de ma mère a rougi d'indignation. Nous essayons de trouver notre fille dans cet immeuble ridicule. Savez-vous tout ce que nous avons sacrifié pour elle? Les écoles privées, les tuteurs, les opportunités que nous lui avons offertes. J'avais entendu ce discours d'innombrables fois, la litanie de leur générosité, de leur sacrifice sans fin. Peu importait que chaque cadeau soit assorti de conditions, que chaque opportunité dépende du respect de leurs spécifications précises pour ma vie. Gérald Hartwell avait bâti une entreprise pharmaceutique à partir de rien, la transformant en une entreprise de plusieurs millions d'euros. Lydia venait d'une vieille famille fortunée du Connecticut, du genre où le nom de famille vous ouvrait les portes avant même que vous ne frappiez. Ensemble, ils avaient créé un empire d'attente dont j'étais censé hériter et que j'étais censé développer. Au lieu de cela, j'avais fait des études d'architecture et de design, ce qu'ils considéraient comme futile. J'avais accepté un poste subalterne dans un petit cabinet au lieu de rejoindre Hartwell Pharmaceuticals, ce qu'ils considéraient comme insultant. J'avais déménagé en ville pour construire ma propre vie au lieu de rester dans le Connecticut, près du domaine familial, ce qu'ils considéraient comme une trahison. La dernière fois qu'ils m'ont rendu visite, il y a 3 ans, dans ce même studio, ma mère avait littéralement pleuré à la vue de mon espace de 400 pieds carrés.
Elle avait inspecté la minuscule kitchenette avec horreur, touché le futon avec un doigt comme si elle pouvait la contaminer, et avait déclaré toute la situation absolument tragique. « C'est pour ça que tu as tout quitté ?» avait-elle demandé, le mascara coulant. « Cette boîte à chaussures ? Tu aurais pu avoir une maison d'amis sur notre propriété. Tu aurais pu travailler pour ton père et vivre dans le luxe. Au lieu de ça, tu es ici, à jouer à l'indépendante. » Mon père avait été plus direct. « Tu gâches ton potentiel et tu fais honte à cette famille. Quand tu seras prête à arrêter cette rébellion enfantine et à accepter tes responsabilités, tu sais où nous trouver. » Je leur avais demandé de partir. Ils ont obéi, mais pas avant que ma mère ne laisse un chèque de 50 000 € sur le comptoir de la cuisine avec un mot, pour quand tu retrouveras la raison. J'ai fait don de chaque centime à un refuge pour femmes et je n'ai plus jamais encaissé un autre chèque de leur part. Maintenant, en les regardant harceler la pauvre Ashley, j'ai senti cette vieille colère familière s'enflammer dans ma poitrine. Ils étaient arrivés sans prévenir, armés de suppositions et prêts à se moquer de la vie qu'ils imaginaient que j'avais construite. Ils voulaient me trouver en difficulté, pour confirmer leur récit selon lequel je ne pouvais pas survivre sans leur argent et leur influence. Ashley a fermé la porte, et j'ai entendu le pêne dormant se verrouiller. La protestation indignée de ma mère a continué dans le couloir. Elle nous a claqué la porte au nez. Pouvez-vous croire cette audace? La voix de Lydia est devenue plus aiguë. Cette fille sait probablement exactement où est Melinda. C'est probablement une colocataire que Melinda a demandé de mentir pour elle. L'immeuble doit avoir un concierge ou un gérant, a dit mon père. Nous allons trouver quelqu'un en charge et tirer cette affaire au clair. Ils se sont dirigés vers l'ascenseur. Je les ai observés sur la caméra du hall d'entrée alors qu'ils s'approchaient du bureau de la sécurité, où Marcus, mon chef de la sécurité, était assis en train de vérifier ses moniteurs. « Excusez-moi » a dit mon père de sa voix de salle de conseil, celle qui attendait une obéissance immédiate. « Nous avons besoin d'informations sur une locataire. Notre fille vivrait dans l'unité 4B, mais... » « Je ne peux pas donner d'informations sur les résidents » a interrompu Marcus en douceur. « Politique de confidentialité. » « Politique de confidentialité ?» Le rire de ma mère était sec. « Jeune homme, nous sommes ses parents. Cela prime sûrement sur votre petite politique. » « Madame, je n'ai aucune vérification de votre identité ou de votre lien de parenté avec un résident, » a répondu Marcus. « Et même si c'était le cas, je ne peux pas divulguer d'informations sur les locataires sans leur consentement. » C'est ridicule, la voix de Lydia a résonné dans le hall en marbre. « Savez-vous qui nous sommes? Mon mari possède Hartwell Pharmaceuticals. Un coup de fil et nous pourrions. » « Vous me menacez, madame? » Marcus s'est levé, ses 1,90 mètres se dépliant de sa chaise. « Parce que menacer le personnel de sécurité est un motif d'expulsion des lieux. » J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé directement la ligne de Marcus. Il a répondu immédiatement, s'éloignant de mes parents. « Mademoiselle Sterling » a-t-il dit à voix basse. « Les deux personnes à votre bureau sont mes parents, lui ai-je dit. Ils ne savent pas que je suis propriétaire de l'immeuble, et ils ne savent certainement pas où je vis réellement. Ils se sont présentés au 4B en me cherchant et ont dérangé la locataire. »« Compris, » a dit Marcus. « Comment souhaitez-vous que je gère cela ? » J'ai envisagé mes options. Je pouvais descendre tout de suite, les affronter dans le hall, tout révéler. Mais la satisfaction serait momentanée, et ils trouveraient un moyen de déformer les choses. Ils prétendraient qu'ils avaient toujours su que je réussirais, que leur amour vache m'avait motivé, qu'ils avaient toujours été fiers. Ou bien, je pouvais leur donner exactement ce pourquoi ils étaient venus, une chance de se sentir supérieurs, de confirmer leurs préjugés, de se moquer de mon prétendu échec. Les laisser penser qu'ils avaient gagné, puis leur couper l'herbe sous le pied. Ils sont en violation de propriété privée, ai-je dit calmement, harcelant des résidents et menaçant le personnel. Le protocole standard s'applique. Le sourire de Marcus était audible dans sa voix. Absolument, mademoiselle Sterling. Il a raccroché et s'est retourné vers mes parents avec une froideur professionnelle. Je vais devoir vous demander à tous les deux de quitter l'immeuble maintenant. Partir, a balbutié mon père. Nous venons de vous dire que notre fille vit ici. Monsieur, vous avez admis que vous ne saviez pas dans quelle unité vivait votre fille, vous avez harcelé une résidente qui n'a aucune connaissance de votre fille, et vous venez de menacer un membre de mon équipe de sécurité, a dit Marcus. Vous devez quitter l'immeuble immédiatement, ou j'appellerai la police.
Vous ne pouvez pas nous mettre dehors. Le visage de ma mère était devenu rouge. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. En fait, c'est une propriété privée, et vous n'avez aucun droit d'être ici sans la permission d'un résident ou pour une affaire légitime. Marcus a sorti son téléphone. Je vous donne une dernière chance de partir volontairement. Nous n'irons nulle part tant que quelqu'un ne nous aura pas dit où vit Melinda Hartwell, a crié mon père. Marcus a composé un numéro. J'ai écouté pendant qu'il signalait calmement deux individus en violation de propriété privée et refusant de partir. L'indignation de mes parents s'est transformée en une véritable scène, ma mère exigeant de parler au propriétaire de l'immeuble, mon père menaçant de poursuites judiciaires. La police est arrivée en quelques minutes. À travers les caméras, j'ai vu deux officiers entrer dans le hall. Mes parents ont immédiatement redirigé leur indignation vers la police, expliquant l'histoire de leur fille, leur vol à travers le pays, l'insolence du personnel. Un officier, une femme d'une patience impressionnante, a laissé ma mère terminer sa tirade avant de parler. « Madame, avez-vous une preuve que votre fille vit dans cet immeuble ?» Elle nous a donné cette adresse, Lydia a agité son téléphone. Unité 4B. Mais la locataire actuelle dit qu'elle ne connaît pas votre fille et qu'elle vit là depuis 1 an, a dit l'officier. Avez-vous eu une communication récente avec votre fille confirmant qu'elle vit ici? Silence. Mes parents ont échangé un regard. La vérité, c'est que nous nous étions à peine parlé en 3 ans. Quelques appels téléphoniques tendus pendant les vacances, où je donnais des réponses vagues sur mon travail et où ils offraient des critiques voilées, déguisées en inquiétude. J'avais cessé d'accepter leurs appels il y a environ 6 mois. Nous sommes ses parents, a dit mon père comme si cela expliquait tout. Vous devez quitter l'immeuble, monsieur, a dit le second officier. Vous êtes en violation de propriété privée. En violation de propriété privée, la voix de Lydia est devenue stridente. Dans l'immeuble de notre fille? Votre fille ne vit pas dans l'unité que vous avez mentionnée, a dit l'officier. Le gardien de sécurité vous a demandé de partir. Le gérant de l'immeuble vous a demandé de partir. Maintenant, nous vous demandons de partir. Si vous refusez, nous vous arrêterons pour violation de propriété privée et trouble à l'ordre public. J'ai vu les visages de mes parents passer par l'incrédulité, la fureur, et enfin, le calcul. Ils n'allaient pas se faire arrêter pour ça. Ce serait humiliant, potentiellement public. Ils étaient fiers de leur réputation. Très bien, a lâché mon père. Nous partons. Mais ce n'est pas fini. Si vous revenez sans la permission d'un résident, vous serez arrêté, a dit l'officier. Est-ce clair? Mes parents sont partis, leur sortie capturée en haute définition sur plusieurs caméras. Ils sont montés dans une voiture qui attendait, probablement un Uber de l'aéroport, et ont disparu dans la rue. Marcus m'a rappelé. Ils sont partis, mademoiselle Sterling. Je vais les signaler dans le système. S'ils essaient de revenir, nous le saurons immédiatement. Merci, Marcus. Et s'il vous plaît, excusez-vous auprès d'Ashley du 4B pour le dérangement. Ajoutez un crédit à son compte pour les charges du mois prochain. Ce sera fait. Vous attendez-vous à ce qu'il réessaie? Probablement pas aujourd'hui, ai-je dit. Ils vont d'abord se regrouper. Je suis retourné à ma conférence téléphonique, où mon équipe de design présentait des maquettes pour un nouveau développement à usage mixte à Brooklyn. Mon entreprise, Sterling Design Group, était passée de mon travail de freelance en solo à une agence de 20 employés et des projets dans 3 États. Nous nous spécialisions dans la réutilisation adaptative, prenant de vieux bâtiments et les transformant en espaces durables et magnifiques. Cet immeuble, ma maison, avait été mon premier grand projet, une structure art déco des années 1920 tombée en décrépitude, zonée pour un usage commercial mais laissée vacante. J'avais immédiatement vu son potentiel, l'avais acheté pour moins que sa valeur, et avait passé 18 mois à le transformer en 12 unités résidentielles de luxe tout en préservant son caractère historique. Le Penthouse avait été un désastre, vidé et endommagé par l'eau. Je l'avais reconstruit moi-même, en concevant chaque détail, des murs en briques apparentes, des parquets d'origine restaurés, une cuisine moderne avec des appareils de qualité commerciale, une salle de bain spa avec une baignoire îlot, et ses fenêtres. Mon Dieu, ces fenêtres. 16 pieds de verre donnant sur la ville, inondant l'espace de lumière. C'était à moi, chaque centimètre carré, chaque décision de conception, chaque paiement d'hypothèque, construit avec mon propre travail, ma propre vision, mon propre argent. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu.
J'ai su que c'était ma mère avant même de l'ouvrir. Melinda, nous avons essayé de te rendre visite, mais il y a eu un malentendu dans ton immeuble. Le personnel était très impoli. Appelle-nous immédiatement. Nous sommes à l'hôtel The Plaza. Nous devons parler de ta situation de logement. Il est clair que tu as besoin de notre aide. Mère. J'ai regardé le message, la présomption dans chaque mot, l'hypothèse automatique que j'avais besoin d'être sauvé, que ma vie nécessitait leur intervention. Ils avaient traversé le pays en avion pour me prendre en embuscade avec leur pitié et leur chéquier. J'ai répondu, je ne vis pas à l'adresse que vous avez. Je n'y ai pas vécu depuis 3 ans. Je vous ai donné cette ancienne adresse parce que je ne voulais pas que vous sachiez où je vis réellement. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Sa réponse est venue instantanément. Ne sois pas dramatique. Nous sommes tes parents. Nous avons le droit de te voir. Retrouve-nous pour dîner au Plaza à 19h. Nous n'accepterons pas de non. Quelque chose en moi a craqué. 3 ans de distance, de construction de ma propre vie, de me prouver à moi-même que je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur argent, et ils ne pouvaient même pas respecter une simple limite. J'ai appelé mon avocate, Jennifer Walsh, spécialisée en immobilier et qui s'occupait de toutes mes affaires. Melinda, quoi de neuf, a répondu Jennifer à la 2e sonnerie. Petite question. Si je voulais envoyer à mes parents des documents prouvant que je suis propriétaire de cet immeuble, quelle serait la manière la plus propre de le faire? Copie de l'acte de propriété, documents hypothécaires si pertinents, statut de la société si elle est détenue par une LLC, a énuméré Jennifer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué la situation. Jennifer a ri si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Oh mon Dieu, c'est parfait, a-t-elle haleté. Oui, envoie-leur tout. Je vais préparer un dossier tout de suite. En tête officielle, copie notariée, tout le tralala. Dois-je inclure aussi le portfolio de ton entreprise? Le projet de Brooklyn, la conversion du loft du centre-ville, tout, ai-je dit. Chaque projet, chaque propriété, chaque euro. Je veux qu'ils voient exactement ce que j'ai construit pendant qu'ils pensaient que je luttais dans un studio. C'est la meilleure histoire de vengeance à laquelle j'ai jamais participé, a dit Jennifer. Donne-moi 1 heure. Elle a livré en 45 minutes. Un PDF complet est arrivé dans ma boîte de réception, acte de propriété, preuve de propriété de mon immeuble et de 2 autres propriétés que j'avais achetées comme investissement, le portfolio de Sterling Design Group présentant 15 projets terminés, notre liste de clients comprenant 3 entreprises du Fortune 500 et plusieurs particuliers fortunés, et enfin, les derniers états financiers de mon entreprise, montrant des revenus annuels à 7 chiffres. J'avais demandé à Jennifer de préparer ces documents il y a des mois, lorsque j'avais commencé à craindre que mes parents ne se présentent sans prévenir. Elle avait tout préparé, attendant juste mon signal. J'ai tout transféré à l'adresse email de ma mère avec un bref message, puisque vous vous inquiétez de ma situation de logement, ceci devrait clarifier les choses. Je suis propriétaire de l'immeuble dont vous avez été expulsé aujourd'hui. Je vis dans le Penthouse. Je le possède depuis 18 mois. L'adresse que vous aviez datait de 3 ans parce que j'ai choisi de ne pas vous la mettre à jour. J'ai bâti Sterling Design Group à partir de rien, sans votre argent ni vos relations. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je n'en ai jamais eu besoin. Rentrez chez vous. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint mon téléphone. Le soleil se couchait, peignant la ville de lumière dorée et ambrée. Je me suis versé un verre de vin de la cave à vin climatisé que j'avais installé dans ce qui était autrefois un placard de concierge, et je me suis installé sur mon balcon. 12 étages plus haut, les bruits de la circulation s'estompaient en un bourdonnement lointain. L'air sentait la fin du printemps, plein de possibilités. Mon téléphone est resté éteint pendant 3 heures. Quand je l'ai finalement rallumé, j'avais 17 appels manqués et 23 SMS. Les messages de ma mère passaient du choc au déni, puis à la colère, puis à quelque chose qui aurait pu être de la peine, enfoui sous des couches d'indignation. C'est clairement une erreur. Ces documents doivent être frauduleux. Qui t'a aidé avec ça? Avec quel homme couches-tu? Qui prétend que tu possèdes ces choses? Ton père et moi sommes consternés par ces mensonges. Comment as-tu pu nous humilier comme ça après tout ce que nous t'avons donné? Le seul message de mon père était plus direct, appelle-moi immédiatement. Nous devons discuter de l'origine de cet argent. La supposition que je n'aurais pas pu faire ça seul, qu'un homme devait être derrière, que l'argent devait être suspect.
Même face à des documents légaux, ils ne pouvaient pas accepter les preuves devant eux. J'ai bloqué les 2 numéros. Un nouveau message est arrivé de Jennifer. L'avocat de votre mère vient d'appeler mon bureau, exigeant de vérifier les documents. J'ai eu le plaisir absolu de confirmer chaque page. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. C'est le clou de ma semaine. Appelle-moi quand tu pourras. J'ai souri malgré moi et j'ai noté d'appeler Jennifer le matin. J'ai appelé Marcus en bas. Avez-vous signalé mes parents dans le système? Oui, madame. Avec des photos. Ils ne passeront pas le hall s'ils reviennent. Parfait. Merci, Marcus. Mademoiselle Sterling, sa voix contenait une note de curiosité, si vous me permettez de demander, pourquoi ne leur avez-vous pas simplement dit dès le début? J'ai réfléchi à la question. Parce que je voulais qu'ils me montrent exactement qui ils sont quand ils pensent que je n'ai rien. Maintenant, je sais. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de revoir les images de sécurité dans ma tête, de voir le visage de ma mère se tordre d'indignation, d'entendre la voix de mon père dégoulinante de suppositions sur mes échecs. Une partie de moi se sentait vengée. Une autre partie se sentait vidée. Je me suis levé vers 2 heures du matin et j'ai traversé mon Penthouse, passant mes mains sur les briques apparentes que j'avais personnellement nettoyées et scellées. Chaque détail ici contenait un souvenir de création, les étagères sur mesure que j'ai conçues pour s'adapter aux coins bizarres de la cuisine, les luminaires vintage que j'ai dénichés dans des ventes de succession et que j'ai recablés moi-même, le coin lecture que j'ai aménagé dans la baie vitrée où j'ai passé d'innombrables soirées à dessiner des plans et à rêver du prochain projet. Mes parents n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu. Ils m'avaient figé dans le temps, comme leur fille décevante qui avait rejeté le chemin qu'ils avaient tracé. Ils ne pouvaient pas concevoir que j'aurais pu créer quelque chose de mieux que ce qu'ils avaient offert. J'ai pensé au studio qu'ils avaient visité il y a 3 ans. Il était minuscule, oui, mais je l'adorais, la lumière du matin qui entrait par l'unique fenêtre, le propriétaire du bodega en bas qui me gardait le bon café, le son de la ville qui s'éveillait autour de moi. Il représentait la liberté, la possibilité, une vie qui m'appartenait entièrement. Ma mère avait pleuré en regardant ce futon. De vraies larmes. Le mascara coulant, sa voix se brisant alors qu'elle me demandait comment je pouvais vivre comme ça. À l'époque, j'avais eu honte. Son chagrin m'avait fait tout remettre en question. Étais-je têtu? Sotte? Est-ce que je rejetais la sécurité et le confort juste pour prouver quelque chose? Mais alors, mon père avait sorti son chéquier. C'est là que la clarté m'a frappé. Ils n'étaient pas tristes parce que je souffrais. Ils étaient tristes parce que j'avais rejeté leur vision, leur contrôle, leur argent. Les larmes n'étaient pas pour mon bien-être. Elles étaient pour leur perte de pouvoir sur mes choix. Je leur avais demandé de partir, et ma mère m'avait regardé comme si je l'avais giflé. Nous essayons de t'aider, avait-elle dit. Pourquoi es-tu si têtu? Parce que c'est ma vie, avais-je répondu. Pas la vôtre, la mienne. Mon père s'était alors levé, boutonnant son manteau avec des mouvements brusques et coléreux. Quand tu seras prête à arrêter de jouer et à rejoindre le monde réel, tu sais où nous trouver. Mais n'attends pas trop longtemps. L'orgueil ne paiera pas ton loyer. Ce chèque qu'ils avaient laissé sur le comptoir avait semblé être un test. Prendre l'argent, leur prouver qu'ils avaient raison sur mon incapacité à survivre seul, ou le refuser et risquer un véritable échec sans filet de sécurité. Je l'ai donné à une association le lendemain et je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Maintenant, debout dans mon Penthouse qui valait plus que la maison d'amis de mes parents, je me demandais ce qu'ils avaient vraiment vu en regardant ce studio. Avaient-ils remarqué les croquis d'architecture qui couvraient un mur, les maquettes de bâtiments que je rêvais de concevoir? Avaient-ils vu la pile de livres sur la réutilisation adaptative et le design durable? Ou n'avaient-ils vu que la taille de l'espace, les meubles de seconde main, la preuve que je n'étais pas à la hauteur de leurs standards? Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Un autre message de ma mère. Melinda, ce traitement silencieux est puéril. Nous sommes venus par amour. Le moins que tu puisses faire est de nous retrouver pour le petit déjeuner demain. Nous repartons demain après-midi. J'ai regardé le message. Par amour. Ils étaient arrivés sans prévenir, avaient essayé de forcer l'entrée de l'appartement d'une inconnue, s'étaient fait expulser par la sécurité, et ils qualifiaient ça d'amour. Ce qu'ils appelaient amour ressemblait plus à de la surveillance, à de la possession. Ils aimaient l'idée qu'ils s'étaient faite de moi, pas la personne que j'étais réellement.
Et quand la vraie moi s'écartait de leurs fantasmes, ils qualifiaient ça de rébellion au lieu de croissance. J'ai pensé à répondre, mais qu'aurais-je dit? Que leur amour ressemblait à une cage? Que leur inquiétude n'était en réalité qu'un contrôle, déguisé en mots plus gentils? Que j'avais passé 3 ans à construire une vie si solide qu'ils ne pouvaient pas en ébranler les fondations, et que leur visite surprise n'avait fait que confirmer que j'avais fait le bon choix. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai sorti les dossiers du projet de Brooklyn. Le travail avait toujours été mon sanctuaire, l'endroit où tout avait un sens. Les bâtiments n'avaient pas d'attente. Ils avaient des problèmes qui nécessitaient des solutions créatives, un potentiel qui avait besoin que quelqu'un le voie, des structures qui pouvaient être renforcées et restaurées. L'entrepôt de Brooklyn en était un parfait exemple. Construit en 1910, il avait servi d'usine textile, puis d'entrepôt, puis était resté vide pendant 15 ans alors que le quartier s'embourgeoisait autour de lui. Le propriétaire avait contacté Sterling Design Group après avoir vu notre conversion d'un espace similaire à Manhattan. Je l'avais visité le mois dernier avec mon architecte principal, David Monroe, qui avait souligné tous les défis, des dégâts des eaux dans le coin sud-est, des systèmes électriques obsolètes, des problèmes de fondation qui nécessiteraient un renforcement important. David voyait des obstacles. Je voyais des opportunités. La structure est incroyable, lui ai-je dit, en passant la main sur une poutre de soutien d'origine. Regarde ce bois. On n'en fait plus des comme ça. Et ces fenêtres, David, 16 pieds de verre industriel d'origine. On préserve ça. On ne construit pas seulement des appartements. On sauve un morceau de l'histoire de New York. David avait souri. Il travaillait avec moi depuis assez longtemps pour reconnaître quand j'étais tombée amoureuse d'un projet. Tu penses à un usage mixte, n'est-ce pas? Rez-de-chaussée commercial, résidentiel au-dessus. Des ateliers d'artistes au rez-de-chaussée, avais-je dit, la vision se précisant. Un véritable espace de travail avec de la lumière naturelle et de hauts plafonds. Des appartements loft au-dessus avec une cour intérieure. Un toit végétalisé avec un jardin communautaire. Ce quartier a besoin de logements abordables pour les artistes, et cet immeuble est parfait pour ça. Le propriétaire avait été sceptique quant aux unités abordables qui réduiraient les profits, jusqu'à ce que je lui montre les chiffres, des incitations fiscales, des subventions pour la préservation historique, la valeur marketing d'être le développeur qui a investi dans la communauté au lieu de la déplacer. Il avait signé le contrat une semaine plus tard. Mes parents ne comprendraient jamais ce travail. Pour eux, le succès signifiait un profit maximum, des clients prestigieux, apparaître dans la section affaires des grands journaux. Ils ne verraient pas la valeur de créer des logements pour des artistes en difficulté ou de préserver un entrepôt centenaire que la plupart des promoteurs démoliraient pour une nouvelle construction. J'ai essayé de leur expliquer une fois, il y a des années, fraîchement sorti de l'école d'architecture et encore assez naïve pour penser qu'ils pourraient comprendre. Ma mère avait écouté poliment, puis m'avait demandé quand je concevrais des manoirs pour des gens de qualité au lieu de gaspiller mon éducation sur des projets caritatifs. Cette conversation m'était restée, une écharpe qui s'enfonçait plus profondément avec le temps. Le mépris désinvolte pour un travail qui comptait pour moi. L'hypothèse que la valeur ne se mesurait qu'en euros et en prestige social. L'incapacité totale de voir que rendre des espaces beaux et fonctionnels accessibles à des personnes qui ne pouvaient pas se permettre le luxe était sa propre forme de succès. Le ciel à l'extérieur de mes fenêtres commençait à passer du noir au bleu profond, le premier soupçon d'aube. Je m'étais perdu dans le travail pendant des heures, affinant les plans de Brooklyn, ajustant la conception de la cour pour maximiser le soleil de l'après-midi, calculant combien d'unités de studio nous pouvions intégrer tout en maintenant le caractère du bâtiment. Mon téléphone affichait 6 heures. Dans 3 heures, mes parents essaieraient probablement de nouveau le hall, en supposant que je me présenterais au travail à une heure normale. Ils ne savaient pas que je travaillais souvent de chez moi, que j'avais bâti ma carrière avec une flexibilité qui me permettait de fixer mon propre emploi du temps. Marcus s'occuperait d'eux s'ils apparaissaient, mais quelque chose dans leur départ imminent semblait inachevé. Ils repartiraient pour le Connecticut, pensant qu'ils étaient venus me sauver de ma petite vie triste, pour découvrir que je n'avais pas besoin d'être sauvé. Est-ce que cela changerait quelque chose? Ou trouverait-il un moyen de déformer les choses, de faire en sorte que mon succès soit en quelque sorte le leur? J'ai fait du café dans la machine à expresso italienne que j'avais achetée après avoir signé mon premier contrat à 6 chiffres. Mes parents buvaient du café instantané à la maison, malgré leur richesse, considérant le café cher comme une frivolité. Mais cette machine, ce rituel de moudre les grains, de faire mousser le lait et de créer quelque chose de parfait,
me rappelait chaque matin que je pouvais avoir de belles choses parce que je les avais gagnées moi-même. Mon téléphone a sonné. Jennifer, qui appelait à 6h30 du matin. S'il te plaît, dis-moi que tu es réveillé, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Je suis réveillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Tout est parfait, l'excitation de Jennifer crépitait au bout du fil. L'avocat de ta mère m'a appelé à minuit hier soir. Minuit? Melinda, il avait clairement bu, et il voulait que je sache qu'il avait examiné tous tes documents et confirmé que tout était légitime. Et puis il s'est lancé dans un discours décousu sur le fait qu'il te connaissait depuis que tu étais enfant et qu'il n'aurait jamais imaginé que tu accomplirais quelque chose comme ça. Philippe Daniels t'appelait en état d'ivresse à propos de mes biens immobiliers? Il était ému, a dit Jennifer. Il n'arrêtait pas de dire que tes parents avaient fait une erreur en te sous-estimant. Puis il m'a demandé si tu envisagerais de les rencontrer avant qu'ils ne repartent. Et je lui ai dit que toute communication passait par moi. Elle a fait une pause. Mais Melinda, je pense que ça leur a vraiment fait prendre conscience. Le vieil avocat de la famille, qui a probablement écouté tes parents se plaindre de toi pendant des années, a appelé pour me dire qu'ils avaient tort. J'ai assimilé cela. Philippe Daniels faisait partie du paysage de mon enfance, s'occupant des affaires de mes parents, rédigeant des testaments et des fiducies, toujours présent aux grands événements familiaux. Il m'avait vu grandir, et apparemment, il avait été suffisamment ému par mon succès pour appeler mon avocate au milieu de la nuit. Que penses-tu que je devrais faire? Ai-je demandé à Jennifer. Elle est restée silencieuse un moment. Honnêtement, je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste pour toi. Pas ce qui serait le plus gentil pour eux, pas ce qui ferait la meilleure histoire. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que je voulais? Me sentir vengé, oui. Qu'il me voie enfin, absolument. Mais au-delà de ça, voulais-je une réconciliation? Des excuses? Ou juste la satisfaction de savoir qu'ils avaient enfin compris qui j'étais? Je veux qu'ils rentrent chez eux, ai-je dit lentement. Je veux qu'ils réfléchissent à ça pendant un moment. S'ils doivent changer, ça ne se fera pas du jour au lendemain parce que leur avocat a appelé le tien, ivre, à minuit. Ça prendra du temps, une thérapie, un vrai travail de leur part. Et je ne veux pas être là pour ce processus. J'ai fait mon travail. J'ai construit ma vie. Ils peuvent faire le leur. C'est juste, a dit Jennifer. Dois-je dire ça à Philippe s'il rappelle? Dis-lui que ma porte n'est pas fermée en permanence, mais qu'elle n'est pas ouverte non plus pour l'instant. Ils doivent faire le travail de comprendre pourquoi je suis parti avant que nous parlions de mon retour. Après avoir raccroché, je me suis douché et je me suis habillé avec ma tenue de consultation de design préférée, un pantalon noir sur mesure, une blouse en soie, le blazer vintage que j'avais trouvé dans une boutique de seconde main et que j'avais fait retoucher par un professionnel. J'avais l'air de quelqu'un qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle valait. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'un nom que je ne reconnaissais pas, Philippe Daniels, qui s'est identifié comme l'avocat de la famille de mes parents. Le message était formel, demandant une réunion pour discuter des affaires familiales et d'une éventuelle réconciliation. J'ai répondu par l'intermédiaire de Jennifer, dont la réponse était un chef-d'œuvre de courtoisie juridique qui disait essentiellement « Ma cliente décline. Veuillez adresser toute communication future à ce bureau. » Ashley du 4B m'a attrapé dans le hall 2 jours plus tard. Mademoiselle Sterling, je voulais vous remercier pour le crédit sur les charges, et je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé avec ces gens. Marcus m'a tout expliqué après. Vous l'avez parfaitement géré, les jeux assurés. Je suis désolé que vous ayez été prise au milieu. Puis-je vous demander quelque chose, a hésité Ashley. Ce sont vraiment vos parents? Biologiquement, oui. Et ils ne savaient pas que vous étiez propriétaire de l'immeuble? Ils ne savaient rien de ma vie réelle, ai-je dit. Je l'ai fait exprès. Ashley a assimilé cela. Cela a dû demander beaucoup de force. Les couper comme ça. C'était soit ça, soit les laisser contrôler chaque aspect de ma vie, ai-je dit. Certaines personnes ne peuvent pas vous aimer sans essayer de vous posséder. Elle a hoché lentement la tête. Mes parents m'ont renié quand j'ai fait mon coming out. J'ai passé des années à essayer de regagner leur bonne grâce avant de réaliser qu'ils n'allaient jamais m'accepter tel que je suis. Parfois, la famille est la chose dont nous devons nous échapper. Nous nous sommes tenus ensemble dans le hall, deux femmes qui avaient reconstruit leur vie à partir de rien, et j'ai ressenti une parenté que je n'avais jamais ressentie avec mes parents de sang. Le crédit sur votre compte, ai-je dit,
considérez-le comme permanent. Vous avez géré une situation difficile avec grâce, et je l'apprécie. Les yeux d'Ashley se sont agrandis. Mademoiselle Sterling, je ne peux pas accepter ça. Bien sûr que si, ai-je dit. Considérez ça comme une remise pour famille trouvée. Je me suis dirigé vers l'entrepôt de Brooklyn pour une visite de chantier, ayant besoin de parcourir physiquement l'espace et de vérifier quelques mesures pour la refonte de la cour. Mon entrepreneur général, Frank Rubio, m'a retrouvé dehors avec du café et son habituel presse-papier plein de préoccupations. Bonjour, Melinda. J'ai des nouvelles sur les travaux de fondation, a dit Frank alors que nous entrions par le quai de chargement. C'est pire que ce que nous pensions dans le coin sud-est, mais j'ai parlé à un ingénieur en structure spécialisé dans les bâtiments historiques. Il pense que nous pouvons renforcer sans compromettre les poutres d'origine. Nous avons passé 2 heures à discuter des murs porteurs, de l'assainissement de l'eau, et de l'équilibre délicat entre préservation et modernisation. Frank avait été sceptique lorsque je l'ai embauché pour la première fois, cet entrepreneur de 60 ans qui avait passé sa carrière sur de nouvelles constructions, travaillant maintenant avec une femme d'un accent grave peine 30 ans qui voulait sauver de vieux bâtiments au lieu de les remplacer. Mais il avait changé d'avis après notre premier projet ensemble, une conversion de Brownstone à Park Slope. Il avait vu comment je recherchais chaque détail, comment je comprenais l'ingénierie derrière l'esthétique, comment je me battais pour la qualité plutôt que pour les raccourcis. Maintenant, il m'appelait pour chaque projet de restauration qui lui passait sous la main. Tes parents te posent toujours des problèmes, a demandé Frank alors que nous examinions la maçonnerie d'origine. Il les avait rencontrés une fois lors d'une visite de chantier inattendue qu'ils avaient faite à l'un de mes projets. Ma mère avait passé tout le temps à demander à Frank s'il était sûr que je savais ce que je faisais, si peut-être il devrait prendre les décisions importantes au lieu de suivre les directives de quelqu'un de si jeune et inexpérimenté. Frank l'avait regardé droit dans les yeux et avait dit, « Madame, votre fille est l'architecte la plus intelligente avec laquelle j'ai travaillé en 40 ans. Si elle me dit de faire quelque chose, je le fais parce qu'elle a généralement compris quelque chose que j'avais manqué. » Ma mère avait pincé les lèvres et avait changé de sujet. Ils se sont présentés à mon immeuble hier, ai-je dit à Frank maintenant. Ils ont essayé de me rendre visite à une adresse où je n'ai pas vécu depuis 3 ans. La sécurité les a fait sortir. Frank a sifflé à voix basse. Ils ne savent toujours pas pour le Penthouse? Maintenant, si. Je leur ai envoyé les actes de propriété hier soir. Je parie que ça a bien été reçu. Le sourire de Frank était malicieux. Tu es plus coriace que tu en as l'air, gamine. Je respecte ça. Nous avons terminé la visite, et j'ai passé le trajet de retour à Manhattan à réfléchir à ce que Frank avait dit. Coriace. Est-ce que c'était ce que j'étais? Ou est-ce que je me protégeais simplement de la seule manière que je connaissais? Mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Melinda Hartwell, a répondu une voix de femme, inconnue mais professionnelle. Melinda Sterling, ai-je corrigé automatiquement? Oui. Mes excuses, mademoiselle Sterling. C'est Diana Chen du magazine Connecticut Monthly. Je vous appelle parce que nous préparons un article sur les entrepreneurs à succès ayant des racines dans le Connecticut, et votre nom est apparu dans nos recherches. Je crois comprendre que vous avez grandi à Greenwich et que vous dirigez maintenant une agence de design prospère à New York. Nous serions ravis de vous inclure dans l'article. Mon estomac s'est noué. Connecticut Monthly était exactement le genre de publication que mes parents lisaient religieusement. Un article dans leur page serait vu par tout leur cercle social. Comment avez-vous eu mon numéro, ai-je demandé. Philippe Daniels, en fait. Il fait partie de notre conseil consultatif et a suggéré que nous vous contactions. Il a parlé très élogieusement de votre travail. Philippe, encore lui. Apparemment, sa révélation de minuit sur mon succès s'était prolongée jusqu'au matin. Puis-je vous demander quel angle vous adoptez pour l'article, ai-je gardé une voix neutre. Nous nous concentrons sur les entrepreneurs qui ont quitté le Connecticut pour créer leur entreprise ailleurs, en examinant pourquoi tant de jeunes professionnels quittent l'État et ce que le Connecticut pourrait faire pour retenir ce talent. Votre histoire semble particulièrement pertinente, car vous venez d'une famille locale éminente mais avez choisi d'établir votre carrière à New York. Voilà. L'angle qui ferait en sorte que cela concerne mes parents, le nom Hartwell, mon rejet du privilège du Connecticut. Il l'avait présenté comme une fuite des cerveaux, utilisant mon succès comme preuve que le Connecticut ne parvenait pas à retenir ses meilleurs et ses plus brillants. Mademoiselle Chen, j'apprécie l'intérêt, mais je vais devoir décliner.
Mon entreprise est basée à New York pour des clients de New York. Je ne pense pas être la personne idéale pour un article axé sur le Connecticut. Nous serions vraiment ravis de vous inclure, a insisté Diana. Ce serait une merveilleuse opportunité de mettre en valeur votre. Je suis sûr que vous trouverez d'autres candidats qui conviendront mieux, ai-je dit fermement. Merci d'avoir pensé à moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter davantage. La dernière chose dont j'avais besoin était un article de magazine qui donnerait à mes parents des munitions pour s'attribuer le mérite de mon succès ou présenter mon départ comme une sorte de trahison de mes racines. Mais l'appel m'est resté. Philippe Daniels m'avait recommandé à Connecticut Monthly. Philippe, qui me connaissait depuis l'enfance, qui avait vu mes parents me pousser dans leur vision du succès, qui avait rédigé des fonds en fiducie avec des conditions sur l'adhésion à l'entreprise familiale. Avait-il changé d'avis sur moi, ou avait-il toujours vu quelque chose que mes parents avaient manqué? Le lendemain matin, j'ai trouvé un colis qui m'attendait à la réception de la sécurité en descendant pour mon café habituel. Marcus me l'a tendu avec des sourcils levés. Livré par coursier il y a environ 1 heure, de l'hôtel The Plaza. À l'intérieur se trouvait un portfolio en cuir, du genre coûteux que mes parents privilégiaient pour les documents commerciaux importants. Je l'ai ouvert dans l'ascenseur. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de chaque projet de Sterling Design Group que j'avais jamais réalisé. Quelqu'un avait compilé mon travail par ordre chronologique, de ma première petite rénovation à l'entrepôt de Brooklyn actuellement en cours. Chaque projet avait des notes détaillées de la main de ma mère, analysant les choix de conception, les décisions commerciales, les résultats. Elle avait fait ses devoirs, vraiment. Les notes montraient une véritable compréhension de ce que j'avais construit, non seulement financièrement, mais aussi créativement. Elle avait identifié le fil conducteur de mon travail, l'accent constant sur la préservation et la communauté, la façon dont chaque projet s'appuyait sur les leçons du précédent. La dernière page était une lettre manuscrite, différente de celle qui arriverait des semaines plus tard. Celle-ci était plus courte, plus brute. Melinda, j'ai passé toute la nuit à faire des recherches sur ton entreprise, chaque projet, chaque critique, chaque article. Je regarde ton travail comme j'aurais dû le faire il y a des années, avec des yeux ouverts au lieu de déception. J'avais tort. C'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. J'avais tort. Mère. Je suis resté dans mon appartement, tenant ce portfolio, sentant quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la manipulation ou de la culpabilité. C'était ma mère qui voyait enfin mon travail, qui comprenait enfin ce que j'avais construit. Mais comprendre n'était pas la même chose que changer. Et une nuit de recherche n'effaçait pas des années d'amour conditionnel et de normes impossibles. J'ai vérifié l'heure, presque midi. Leur vol était prévu pour 15 heures cet après-midi-là. Je me suis assise sur mon canapé, le portfolio sur mes genoux, essayant de comprendre ce que je ressentais. Une partie de moi voulait les appeler, dire que j'avais reçu le portfolio, que j'avais vu l'effort qu'elle avait fait. Mais une autre partie se souvenait de chaque critique, de chaque rejet, de chaque fois où ils m'avaient fait sentir que mes rêves n'étaient pas dignes de leur soutien. Un geste, aussi attentionné soit-il, n'effaçait pas l'histoire. Mon téléphone est resté silencieux. Ils n'ont pas essayé de revenir. À 15h30, j'ai vérifié le statut du vol en ligne. Leur avion était parti à l'heure. L'immeuble semblait différent après leur départ, comme si la pression de l'air avait changé. J'avais gagné, d'une certaine manière. Ils étaient venus se moquer de ma pauvreté et avaient découvert mon succès à la place. Mais la victoire avait un goût plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. 3 semaines se sont écoulées. Mes parents ont cessé d'appeler, d'envoyer des emails. Le silence ressemblait à la victoire et à la perte entremêlée. Puis une lettre est arrivée, transmise par le bureau de Jennifer. L'écriture de ma mère sur une enveloppe avec un cachet du Connecticut. J'ai failli la jeter. Jennifer m'a conseillé de la lire au moins d'abord. J'ai ouvert la lettre. Chère Melinda, pas de ma chérie, pas de ma fille chérie, juste mon nom. Ton père et moi avons eu plusieurs semaines pour digérer les informations que tu as envoyées. Nous avons parlé à notre avocat, à notre conseiller financier, et à notre thérapeute. Le docteur Morrison suggère que j'écrive cette lettre. Je veux te dire que nous sommes fiers de toi, que nous avons toujours su que tu pouvais réussir, que nous sommes désolés d'avoir douté de toi. Mais tu as toujours apprécié l'honnêteté, alors je serai honnête. Je suis furieuse. Non pas parce que tu as réussi sans nous, mais parce que tu nous as laissé croire que tu luttais alors que tu bâtissais un empire.
Tu nous as laissés nous inquiéter. Tu nous as tenus dans l'ignorance. Tu nous as refusé la chance d'être témoins de tes accomplissements. Ton père est blessé. Il voulait que tu rejoignes l'entreprise familiale, que tu développes l'héritage Hartwell. Au lieu de cela, tu as créé ton propre héritage et tu n'as même pas gardé notre nom. Cela ressemble à un rejet, comme si tu avais honte d'où tu viens. Mais le docteur Morrison ne cesse de me demander pourquoi tu ferais ça, pourquoi tu cacherais ton succès à tes propres parents. Et chaque fois que j'essaie de répondre, j'entends mes propres mots de ce jour dans ton studio. Tu gâches ton potentiel. Tu fais honte à cette famille. Je me souviens de t'avoir dit que tu échouerais sans notre soutien. Je me souviens de ton père disant que tu reviendrais en rampant quand la réalité te frapperait. Nous étions si certains d'avoir raison. La vérité, c'est que nous voulions que tu échoues. Pas consciemment, mais quelque part au fond de nous. Parce que si tu réussissais sans nous, cela prouverait que tu n'as jamais eu besoin de nous. Et ce qui me terrifie, c'est de réaliser que tu as raison. Tu n'avais pas besoin de nous. Je ne sais pas si c'est une excuse. Je ne sais pas si tu en veux même une. Mais j'essaie de comprendre comment nous en sommes arrivés là, à cet endroit où notre fille possède des immeubles et conçoit des projets pour des entreprises du Fortune 500, et où nous l'apprenons par des documents juridiques au lieu de conversations à dîner. Le docteur Morrison m'a demandé ce que je te dirais si je savais que tu écouterais vraiment. Je pense que je dirais que je suis désolé de ne pas avoir pu aimer la personne que tu es au lieu d'essayer de te modeler en quelqu'un d'autre. Je suis désolé d'avoir mesuré ta valeur selon mes propres normes étroites. Je suis désolé que mon amour soit venu avec tant de conditions que tu as dû te retirer de ma vie pour être libre. Ton père dit que je devrais te demander de nous appeler, de nous donner une autre chance. Mais je pense que nous avons déjà eu toutes nos chances, n'est-ce pas? Chaque fois que tu as essayé de partager tes rêves et que nous les avons rejetés. Chaque fois que tu as eu besoin de soutien et que nous avons offert des critiques à la place. Chaque fois que tu nous as montré qui tu étais et que nous t'avons dit d'être quelqu'un de différent. Alors, je ne demanderai rien. Je dirai juste ceci, ce que tu as construit est extraordinaire. Le fait que tu l'aies fait seul le rend encore plus remarquable. J'ai cherché ton entreprise en ligne. J'ai vu les bâtiments que tu as conçus, les espaces que tu as transformés. Tu prends des choses brisées et tu les rends belles. Tu vois du potentiel là où d'autres ne voient que de la décomposition. J'aurais aimé voir ça en toi il y a des années. J'aurais aimé être la mère qui a célébré ton diplôme d'architecture au lieu de le qualifier d'impraticable. J'aurais aimé visiter ton studio et dire, ce n'est que le début, au lieu de pleurer dessus comme si c'était une tragédie. Mais les souhaits ne coûtent rien. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons réellement, ce que nous disons réellement. Et je t'ai fait défaut. Nous t'avons fait défaut. Si jamais tu veux parler, nous sommes là. Mais je comprends si tu ne le veux pas. Tu as construit une vie qui n'a pas besoin de nous. Et peut-être que c'est exactement ce que tu devais faire. Ta mère, Lydia. J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant la manipulation, les demandes cachées, le piège. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu chez ma mère auparavant, une véritable prise de responsabilité. Ça n'a rien réglé. Une lettre ne pouvait pas effacer des années d'amour conditionnel et d'attentes impossibles. Mais c'était honnête, et l'honnêteté était quelque chose de nouveau. J'ai rangé la lettre dans le tiroir de mon bureau et je suis retourné travailler sur le projet de Brooklyn. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. Le choix m'appartenait maintenant, et cela faisait toute la différence. Mon téléphone a sonné. Un client qui appelait à propos d'une nouvelle propriété qu'il voulait que j'évalue. Un entrepôt dans le Queens avec une bonne structure et une meilleure lumière. En prenant mes clés et en sortant, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir. J'avais l'air de quelqu'un qui s'appartenait complètement. Cette nuit-là, je me suis tenu sur mon balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer une par une. Mon immeuble, ma maison, mon empire, bâti à partir d'une détermination brute, de sessions de travail de minuit, et d'absolument zéro argent familial. Chaque brique était la preuve que leur croyance n'avait pas d'importance. Je croyais en moi assez pour nous tous. Marcus a appelé du hall. Mademoiselle Sterling, il y a une livraison pour vous. Des fleurs? De qui? La carte dit, de votre mère. Dois-je les monter ou refuser la livraison? J'ai hésité. Même cela semblait chargé de complications. Mais ce n'était que des fleurs. Montez-les, Marcus. Merci.
L'arrangement était magnifique, des roses blanches et des lys scala, élégants et sobres. La carte disait simplement, tu avais raison. Elle. Je les ai placés sur ma table de salle à manger où la lumière du soir attrapait les pétales, et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Pas du pardon, exactement. Pas de la réconciliation. Peut-être juste une petite fissure dans le mur que j'avais construit, laissant entrer une lueur de possibilités. Ma vie était à moi. Mon succès était à moi. Mes choix étaient à moi. Que mes parents aient une place dans cette vie, et à quoi cette place pourrait ressembler, dépendait entièrement de moi. Pour l'instant, c'était suffisant. La ville s'étendait en dessous de moi, pleine de bâtiments attendant d'être transformés, d'espaces attendant d'être réimaginés. Demain, je me réveillerai et continuerai à construire, à créer, à prouver que la seule approbation dont j'avais jamais eu besoin était la mienne. Mais ce soir, je me suis permis de m'asseoir avec la complexité de tout cela, la colère et la tristesse, le triomphe et le deuil, la satisfaction de la vengeance, et la possibilité inattendue de quelque chose d'autre. Peut-être pas la réconciliation, peut-être juste une reconnaissance honnête. J'avais voulu qu'ils me voient vraiment, non pas comme une extension de leur héritage, mais comme moi-même, complète, séparée et réussissant selon mes propres termes. Mission accomplie. Tout ce qui viendrait ensuite n'était que des détails.